par vous parler des toutes premières occurrences du mot primatologie, donc à la fin du 19e siècle. Donc c'est beaucoup plus tôt que ce que je pensais quand j'ai commencé ma thèse. Et puis je vais, en seconde partie, vous parler d'un débat qui a eu lieu presque 100 ans plus tard dans une newsletter américaine. Et donc c'est une étude de cas qui, selon moi, capture bien beaucoup des enjeux relatifs à la définition du mot primatologie, à son usage et puis à la définition du champ en général. Donc, concernant les premières occurrences du mot primatologie, il y a en fait assez peu de sources secondaires à ce sujet, alors que par exemple, il y a plusieurs études sur l'histoire du mot anthropologie. Mais concernant le mot primatologie, donc j'ai trouvé assez peu de choses. Et donc, en général, c'est ce que vous voyez là. C'est la même source qui est évoquée. Donc, c'est un livre de T.C. Rutch qui a été écrit en 1941. Et donc, c'est ce livre-là qui est en fait... Donc, T.C. Rutch, c'est un physiologiste américain qui travaillait avec John Fulton à Yale. Et donc, il a publié en 1941 une compilation de 300 pages que vous avez là, et qui se voulait la somme de toutes les publications connues à l'époque sur les primates non humains. Et donc, il l'a intitulé Bibliographia Primatologica. Et donc, dans l'introduction de ce livre, John Fulton, qui a écrit l'introduction, pense lui-même que Rutch a forgé, a inventé à cette occasion le terme primatologie à partir de la nomenclature linnéenne. Donc, moi, j'ai trouvé des occurrences du mot un peu plus tôt, donc on va voir ce qu'on peut en déduire. Mais donc, pour commencer, donc moi, je trouve une occurrence du mot primatologie dès 1874 dans un article de Louis Ellsberg dans les annales du lycée d'histoire naturelle de New York. Donc, c'est cet article on the subdivisions of science and their classification. Et donc, ça va paraître un peu obscur peut-être. Donc, dans cet article, Louis Ellsberg, qui était détenteur de la première chaire de laryngologie à la School of Medicine de New York, propose, donc ce qui est écrit là, donc de diviser la discoplacentalologie en primatologie, sous-primatologie et prosimiologie, et de diviser la primatologie en anthropologie et anthropoïdologie. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous voyez que mon travail d'histoire peut être passionnant parfois. Mais la discoplacentalologie, donc en fait, ce terme de mammifère discoplacentaire, en fait, il est assez rare, même à la fin du 19e siècle, mais il est présent chez Ernst Haeckel, et c'est de là probablement que le tire Ellsberg. Et donc, en fait, c'est une catégorie zoologique qui propose de distinguer les primates par la forme de leur placenta. Et donc, ce que Ellsberg appelle discoplacentalologie, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui primatologie. En tout cas, ça regroupe les simiens, les tarsiers et les lémuriens. Et donc, ce que lui appelle primatologie concerne uniquement les humains et les grands singes. C'est pour ça qu'il propose de diviser ce qu'il appelle primatologie en anthropologie et anthropoïdologie. Donc voilà pour la première occurrence. J'aurais beaucoup de choses à en dire, mais je passe à la suite, sinon j'aurais pas le temps de finir. Donc la seconde occurrence que je trouve, elle est chez Raffaele Schiatarella, donc un Italien, dans une revue de droit. Et donc, Raffaele Schiatarella, qui est considéré comme le pionnier de l'anthropologie criminelle en Italie, réfléchit dans cet article à ce qu'est l'anthropologie en général. Et donc, il remarque qu'à cette époque-là, l'anthropologie suit deux tendances différentes. Donc, la première qui compare les humains avec les autres primates, et donc elle relève de l'anatomie comparée, et la seconde tendance qui compare les humains entre eux, et donc là on parle d'ethnologie ou d'ethnographie. Et Schiatarella en fait trouve que ces termes prêtent à confusion, qu'on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, et on ne comprend pas forcément les liens entre les deux. Et donc il propose de parler, donc c'est ce qui est là, de primatologie comparée dans le premier cas, et de primatologie anthropologique dans le second. Et il propose d'appeler primatologie l'ensemble de cette nouvelle science. Donc très rapidement,
peut-être vous vous demandez pourquoi un laryngologue et un anthropologue criminel proposent comme ça à la fin du 19e siècle ce terme de primatologie dans des contextes qui sont en fait assez proches. En fait, ils ont lu à peu près les mêmes choses. Ils écrivent en référence à Auguste Comte. Ils proposent en fait leur division des sciences parce qu'ils considèrent, comme Auguste Comte, que classifier logiquement et rigoureusement les sciences permettra de mieux faire avancer la connaissance. Donc je m'arrête là, mais si vous avez envie d'en parler, je serai ravie d'en reparler avec vous. Et je vais passer à ma deuxième étude de cas, qui me permet en fait de creuser une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que en fait, les deux propositions de Schiatarella et d'Ellsberg n'ont pas du tout été retenues, donc ça peut être parce qu'elles n'ont pas été lues, par les bonnes personnes, ou alors ça peut être parce qu'elles n'ont pas convaincu. Et mon hypothèse, en tout cas une de mes hypothèses, c'est que la primatologie ne pouvait pas vraiment se constituer sans se départir au moins en partie du prisme humain. Et donc pour creuser cette hypothèse, je vais vous parler de cette deuxième étude de cas. Donc c'est un débat qui a eu lieu dans la Laboratory Primate Newsletter dans les années 80, au début des années 80. Et le contexte, c'était la création de 2 revues de primatologie, donc, que vous connaissez sûrement très bien. Et à l'occasion de la création de ces 2 revues, l'éditeur de la Laboratory Primate Newsletter, donc, qui est une revue à quand même assez large diffusion pour une newsletter, donc publiée par le département de psychologie de la Brown University. Donc l'éditeur de cette revue se plaint en fait de la création de ces 2 revues, il déplore la création de ces 2 revues. Et donc il cite plusieurs raisons à ça. Donc déjà il explique qu'il commence à y avoir beaucoup trop de revues, que ça commence à coûter de plus en plus cher et que tous les scientifiques n'auront pas forcément accès à tous ces abonnements. Il se plaint aussi de la place que ça commence à prendre chez lui, sur son bureau, les piles qui s'empilent de plus en plus haut et qui tombent. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, il remet en question la pertinence scientifique de revues consacrées uniquement à la primatologie. Et donc, c'est ce que vous voyez là, en fait. Quand il remet en question la pertinence scientifique, en fait, il remet en question la pertinence même d'une discipline ou d'un champ qui s'appellerait primatologie. Et donc, il explique que les gens qui assistent à des réunions de primatologie ou à des sessions de primatologie ne se qualifieraient probablement pas de primatologues si on leur posait la question, et qu'ils revendiqueraient plutôt d'autres appellations, donc éthologue par exemple, éthologue qui travaille avec des singes, psychologue expérimental, anthropologue, etc. Et donc, il continue en disant que rares sont les personnes dont les recherches sont véritablement primatologiques, au sens où elles s'intéresseraient aux primates non humains simplement pour eux-mêmes parce qu'ils existent. Et il termine avec cette phrase qui a beaucoup fait réagir. Je soupçonne profondément que le primatologue est une créature mythique. Et donc là, ça c'était la provocation ultime, parce que quand même il écrivait dans une newsletter qui s'adressait à des gens qui travaillaient avec des primates. Et donc il y a eu beaucoup de réponses qui ont été publiées dans la newsletter suivante. Il était éditeur et il a quand même accepté de les publier, donc il n'était pas fermé au débat. La première réponse, c'est celle d'Irving Bernstein. Et donc lui, il revendique avec force, il clame en fait cette appellation de primatologue. Donc il écrit avec des majuscules, il dit « Je suis un primatologue, j'existe bel et bien, je ne suis pas une créature mythique ». Et donc lui, il propose une vision, en tout cas, il décrit sa propre conception de la primatologie, en tout cas ce que lui fait. Ce que je trouve intéressant, il écrit « Je n'utilise pas les singes comme des humains de substitution et je m'intéresse à la systématique, l'anatomie, l'élevage, la génétique, etc. Des primates ». Et ensuite, il accuse le rédacteur en chef d'avoir décrit très précisément son propre intérêt pour les primates. Donc là, on sent une critique latente derrière. Mais il termine en disant qu'il a aussi décrit tout aussi précisément, lui, donc le primatologue mythique, qui existe bel et bien. Il y a une autre réponse dans la même revue de Joseph Ervin, qui est en fait le fondateur de l'American Journal of Primatology. Donc lui, il avait aussi envie de répondre puisque c'était sa revue qui était attaquée.
Et donc lui, il propose une autre vision encore différente de celle de Bernstein de la primatologie. Il ne considère pas que toute la primatologie doit se réduire à étudier les primates non humains pour eux-mêmes, il prône plutôt une primatologie véritablement interdisciplinaire. Donc, je sais que je suis allée un petit peu vite, mais j'espère avoir montré que l'étude de l'histoire du mot primatologie permet de faire émerger des enjeux épistémiques, des enjeux sociologiques et des enjeux historiques de cette histoire et qui gravitent autour du mot primatologie. Donc les enjeux épistémiques, par exemple, la primatologie est-elle un champ scientifique unifié? Peut-on parler de discipline ou alors doit-on parler de champ? Comment définir tout cela? Comment définir la primatologie? Et comment penser son articulation avec les autres champs disciplinaires qu'elle croise? Les enjeux sociologiques, donc ce sont des enjeux qui relèvent de la sociologie des sciences. Dans quelle mesure le mot primatologie a-t-il servi de bannière et a-t-il permis de faire émerger une communauté scientifique de primatologues? Comment se définissent ces primatologues? Et des enjeux historiques. À partir de quand peut-on parler de primatologie? Et inversement, peut-on qualifier de primatologie des travaux antérieurs à l'apparition du mot? Et donc pour terminer, c'est ma toute dernière slide. Je considère que donc, ces deux études de cas illustrent également la double dynamique qui traverse l'histoire de la primatologie. Donc, cette double dynamique, ce que j'appelle double dynamique, c'est donc le fait que ce soit un champ dont la naissance repose sur l'idée qu'étudier les primates non humains permettra de mieux comprendre l'humain, mais qui gagne son autonomie, au moins en partie, en se départissant de l'humain et en étudiant les primates non humains pour eux-mêmes. Même s'il n'y a pas uniquement ça, et qu'aujourd'hui encore, on peut toujours parler d'une primatologie plutôt orientée humain et d'une primatologie plutôt orientée primates non humains. En tout cas, c'est des grilles de lecture que je développe dans ma thèse, et donc c'est en cours d'élaboration. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, je suis historienne, comme vous l'avez vu là, mais je suis surtout philosophe, et donc je travaille beaucoup sur les primatologues actuels, c'est-à-dire vous. Donc voilà, si vous avez envie de venir m'en parler, ce sera toujours utile pour moi. Merci.